Où en est-on de ce vieux rêve de l'humanité, de la fontaine de jouvence, que finalement Lucas Cranach représentait comme cette source où il suffisait de se baigner ou d'en boire pour voir disparaître à la fois les maladies ou le vieillissement. Ponce de Léon, ce navigateur espagnol, n'a pas trouvé bien sûr la fontaine de jouvence, mais uniquement il a découvert une partie de l'Amérique, la Floride. Alors finalement, que sont aujourd'hui ces aventuriers des temps modernes? Est-ce que les scientifiques ne le sont pas devenus? Est-ce que les recherches sur le vieillissement aujourd'hui nous permettent d'envisager cette fontaine de jouvence? Et où en sommes-nous? Eh bien, lorsqu'on s'intéresse au vieillissement, finalement, pourquoi s'intéresser au vieillissement? Les choses sont peut-être inéluctables. Eh bien, peut-être parce que lorsque vous vieillissez, c'est aussi parce que votre femme vieillit. Et que peut-être, ça pourrait éviter ce genre de situation. Non, bien sûr, je plaisante. Mais peut-être, messieurs les seniors, peut-être qu'il n'est pas trop tard et qu'avec un petit peu de sport, si vous suivez l'exemple de cette personne, vous pouvez peut-être retrouver votre musculature de jeune homme. Ce qui suggérerait que finalement, ce vieillissement n'est peut-être pas aussi inéluctable qu'on pourrait le penser. Alors, ce que l'on sait en tout cas, c'est que l'espérance de vie n'a cessé de croître ces derniers siècles. Elle a doublé au siècle dernier et aujourd'hui, nous gagnons chaque année 3 mois d'espérance de vie. Alors bien sûr, même si un certain nombre d'épidémiologistes nous disent que peut-être nous avons atteint l'âge limite, toute la question est tout de même de savoir si cette courbe va s'infléchir ou bien si nous allons continuer à progresser de la sorte. Si c'est le cas, nous pouvons espérer en 2050 avoir une espérance de vie tous d'environ 120 ans. Alors qu'aujourd'hui, chez les femmes, elle est de 85 ans et chez les hommes, 79. Que nous disent les biologistes? Que nous disent les chercheurs? Vous comprendrez que lorsqu'on s'intéresse au vieillissement, nous utilisons des modèles animaux dans les laboratoires. Alors on utilise, par exemple, ces petits vers ou cette mouche qui, en raison de sa courte vie, nous permet d'explorer des stratégies sur l'anti-âge. Ou encore, cette souris qui est un animal commun de laboratoire, qui malgré tout est un mammifère et qui se rapproche de l'homme. Alors c'est avec ce petit ver que, dans les années 90, sur la côte ouest des États-Unis, Cynthia Kenyon a identifié qu'il existait des gènes du vieillissement. Et que si on inactivait ces gènes, on pouvait augmenter la longévité de cet animal. Et en combinant l'inactivation de plusieurs de ces gènes, aujourd'hui on est capable d'augmenter 8 fois la longévité de cet animal. Et en bonne santé. Chez la mouche, une stratégie similaire permet d'augmenter 4 fois la longévité de cet animal. Alors bien sûr, pour essayer de comprendre le vieillissement, on ne fait pas que ça. On essaie par exemple de comparer des espèces avec des longévités différentes. Et c'est le cas par exemple pour ce rat taupe qui vit une trentaine d'années alors que le rat commun, lui, ne vit que 3 ans. Quels sont les gènes qui sont impliqués? Quelles sont les différences? Tout ça anime les chercheurs. Et puis, parfois, dans une même espèce, on peut avoir de grosses différences de longévité. C'est le cas pour l'abeille qui, pour une ouvrière, la durée de vie est de quelques mois, alors que pour la reine, elle est de 5 ans. La seule différence, alors que ces animaux, au départ, sont des clones, c'est qu'elle a un mode de vie différent. L'ouvrière travaille, alors que la reine se repose, et elle garde tout au long de sa vie une capacité de fécondité que n'a pas l'ouvrière. La seule différence, c'est
réellement l'alimentation. Alors, chez l'homme, nous vieillissons aussi à des vitesses différentes. C'est particulièrement dramatique pour ces individus qui sont atteints de pathologies de vieillissement précoce, puisqu'ils sont susceptibles de récapituler toutes les étapes du vieillissement en quelques années et mourir de vieillesse à 13 ans. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le vieillissement, la part des gènes dans notre longévité, eh bien, n'est qu'à peu près de 25%. Le reste, les 75 autres %, eh bien, ça correspond à notre mode de vie, notre alimentation, nos stress. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque probablement, sur ça, on peut agir. Alors pourquoi nous vieillissons finalement? Pourquoi nos organes vieillissent? Pourquoi nos tissus vieillissent? Eh bien, c'est parce qu'au départ, nos cellules vieillissent. Tout au long de notre vie, nos cellules sont soumises à de nombreux stress qui sont susceptibles de les endommager. La cellule a des mécanismes possibles pour réparer ces endommagements. Par contre, lorsque les stress sont trop violents, eh bien, la cellule peut décider de se détruire. C'est la mort cellulaire. Et là, on voit diminuer le nombre de cellules dans nos tissus. Lorsqu'elle peut réparer ces dommages, eh bien, elle garde quand même un certain nombre de traces. Et elle perd petit à petit sa capacité à régénérer nos tissus. La cellule vieillit, on dit qu'elle se déprogramme. Ou encore, et là, ça devient beaucoup plus dramatique, c'est lorsque la cellule ne peut plus se détruire et qu'elle devient sénescente. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette cellule sénescente, eh bien, elle arrête de se diviser, et puis malheureusement, elle se met à synthétiser tout un ensemble de facteurs dans l'environnement de notre tissu qui sont susceptibles de désorganiser et de faire vieillir nos tissus. Ce qu'on sait maintenant, c'est que eh bien, ces cellules, elles s'accumulent, ces cellules sénescentes, elles s'accumulent avec l'âge, dans une grande partie de nos tissus. Et elles sont souvent associées à des pathologies qui sont liées à l'âge. Aussi bien l'arthrose, l'ostéoporose que la sarcopénie, la fonte musculaire, ou encore la cataracte et bien d'autres. Alors, avec ce que je viens de vous dire, on peut imaginer, et les chercheurs l'ont imaginé, pouvoir avoir un certain nombre d'interventions pour pallier à ce vieillissement. On peut éventuellement essayer de retarder cette sénescence. On peut éventuellement supprimer ces cellules sénescentes, si c'est possible. Et puis on peut essayer de stimuler ces vieilles cellules qui ne sont plus capables de régénérer nos tissus, ou encore essayer éventuellement de les reprogrammer, puisqu'elles sont déprogrammées. Alors, aujourd'hui, peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ont eu une prescription, par exemple, pour le diabète de type 2. Lorsqu'on est atteint de cette pathologie, eh bien, on donne de la metformine. La metformine, c'est une molécule qui peut retarder le vieillissement et surtout qui va retarder la sénescence. Lorsqu'on a, par exemple, du cholestérol, on va prendre des statines. Ce sont déjà des petites molécules, des médicaments, et qui vont aussi avoir un effet positif et retarder la sénescence. Donc finalement, déjà, vous prenez un certain nombre de médicaments pour traiter vos pathologies liées à l'âge, si vous en avez, et ça sans le savoir. Alors retarder la sénescence n'est peut-être pas suffisant. Peut-être qu'on peut essayer de détruire ces cellules sénescentes. Et c'est ce que les chercheurs ont fait. Ils utilisent maintenant des petites molécules qui vont réveiller dans la cellule sénescente la capacité à se détruire. On appelle ça des sénolytiques. Il y a tout un ensemble de molécules qui commencent à sortir et qui sont bientôt en essai clinique. Et vous voyez la différence au niveau de ces souris. En fait, lorsqu'on traite ces souris avec ces molécules qui détruisent les cellules sénescentes, eh bien, ces souris n'ont plus de pathologie liée à l'âge, la cataracte est décalée, elles n'ont plus de lordose, de fonte musculaire. Et en plus, elles vivent 30% de plus
et en bonne santé. Donc essayez d'imaginer si l'on transposait ça à l'homme. Alors, peut-être qu'on peut essayer aussi de stimuler ces vieilles cellules à régénérer tout de même nos tissus. Et ça a été fait aussi par des chercheurs en connectant une souris jeune et une souris âgée par la circulation sanguine. Et ce qu'ils ont identifié, c'est que c'était suffisant pour pouvoir améliorer la régénération musculaire de la souris âgée, mais aussi de restructurer son cœur qui était dilaté par l'âge, et même récupérer la mémoire spatiale qui était perdue chez cet animal. Voyant même des vieilles cellules du cerveau faire de nouvelles connexions pour améliorer le fonctionnement du cerveau. Alors, aujourd'hui aux États-Unis, en utilisant du plasma de personnes jeunes, un essai clinique a été lancé pour voir dans quelle mesure on pouvait, avec ce plasma de cellules jeunes, sur des personnes de plus de 60 ans, améliorer leur physiologie et faire qu'ils aient moins de pathologies liées à l'âge. Et notamment, un essai est prévu sur la maladie d'Alzheimer. Alors, pour essayer d'aller plus loin, essayer de voir comment on pourrait régénérer les tissus, on s'inspire parfois de la nature. Dans la nature, il y a des capacités exceptionnelles de régénération. Par exemple, vous la connaissez tous, la salamandre. Vous lui coupez un membre, vous lui coupez la queue, ça régénère. Ce petit poisson d'aquarium, le poisson zèbre, lorsqu'on lui coupe un tiers du cœur, il régénère ce cœur. La planaire, lorsque vous la coupez en une dizaine de morceaux, elle va faire 10 planaires. Et l'hydre, elle refait des individus quand elle en a envie. On sait maintenant que ces animaux ont gardé des capacités embryonnaires. Et par exemple, elles ont gardé des cellules souches. Dans le cas de la planaire, par exemple, elles ont gardé des cellules souches embryonnaires qui sont capables de refaire tous les tissus, mais à l'état adulte. Et chez l'hydre, elle ne les a pas gardés, mais elle est capable de les refabriquer. Alors, cette méduse aussi, probablement, utilise ces cellules souches, puisque, vous voyez, comme dans ce film de Benjamin Button, elle a trouvé le moyen, lorsqu'elle a vieilli, de non seulement détruire ces cellules vieillissantes, et une fois qu'elle s'est reproduite, et ensuite elle a simplement conservé les cellules souches qui sont capables de refabriquer l'individu. Et elle fait des cycles de façon infinie, de la sorte, et probablement que cette méduse est immortelle. Alors chez l'homme, nous avons des cellules souches embryonnaires. À quelques jours de la vie, on peut les isoler, les cultiver, elles sont immortelles et elles ont cette capacité exceptionnelle à refabriquer n'importe quel type de tissu puisqu'elles vont fabriquer l'embryon. Alors bien sûr, il faut retirer ces cellules d'un embryon. Éthiquement, ce n'est pas satisfaisant. Mais depuis quelques années, on peut prélever une cellule d'un individu et la reprogrammer pour la convertir en une cellule équivalente à ces cellules souches embryonnaires avec toutes ces potentialités. Et donc, dans mon laboratoire, nous nous sommes dit que peut-être avec cette stratégie pour reprogrammer les cellules, nous pourrions reprogrammer des cellules vieillissantes. Nous sommes partis de cellules de centenaires, des cellules sénescentes, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons converti ces cellules en cellules souches embryonnaires, nous leur avons fait remonter le temps, nous avons au passage effacé les marques du vieillissement, et nous avons pu les redifférencier en cellules diverses, cellules de la peau. Nous étions partis de cellules de la peau. Aujourd'hui, on peut suivre ces cellules, vous voyez, sénescentes, qui ne bougent pas beaucoup, qui sécrètent ces facteurs, qui ne sont pas capables de régénérer les tissus. Et lorsqu'on les reprogramme, qu'on les redifférencie, voilà ce qu'elles font. À nouveau, elles se divisent rapidement, elles ont une physiologie juvénile, elles sont capables de restaurer la régénération des tissus. Alors, aujourd'hui, on ne part plus forcément d'une cellule de la peau, on peut le faire à partir de vos cellules sanguines, et puis on peut les redifférencier en autre chose. Et vous voyez, par exemple, dans la boîte,
on peut former des cellules cardiaques qui battent. Alors, ça ouvre des portes incroyables, des opportunités en médecine incroyables. Et bien sûr, aujourd'hui, on peut, et la science est là pour le faire, utiliser ces cellules comme des médicaments. Les injecter, faire de la thérapie cellulaire pour corriger, par exemple, un infarctus lié à l'âge. On peut aussi les utiliser pour recoloniser un cœur avec des vieilles cellules sur lesquelles on aurait supprimé ces cellules. Ça se passe aujourd'hui dans les laboratoires. Et on reformait un cœur fonctionnel. Ou encore utiliser des animaux, et ça a déjà commencé, pour faire se développer un cœur humain que l'on pourra ensuite regreffer. Alors après cette avalanche de technologies qui permettent soit de supprimer les cellules sénescentes pour faire que nos tissus s'améliorent et que, éventuellement, on retarde des pathologies liées à l'âge, ou bien encore reprogrammer nos vieilles cellules, les regreffer, ou même refabriquer des organes, eh bien, vous voyez que la science a fait beaucoup de progrès sur le vieillissement, et on peut en espérer beaucoup. Aujourd'hui, les géants du numérique se sont emparés de cette quête du Graal, et par exemple, Google a créé une société, Calico, qui va injecter 1,5 milliard de dollars pour tuer la mort. Facebook, Mark Zuckerberg, 3 milliards de dollars pour éradiquer l'ensemble des maladies. Donc ma conviction, c'est que nous sommes à un tournant de notre histoire et que probablement le XXIe siècle ne devrait pas voir cette courbe d'espérance de vie s'infléchir. Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, je ferai une pirouette pour vous dire que l'éternité c'est long, mais surtout à la fin. Je vous remercie.